Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 79e épisode d'une semaine en comics, dans lequel on va donc parler des différentes sorties de cette semaine. Et on commence tout de suite avec le premier titre Delirium de l'année, c'est Crimson Flower de Matt Kindt et Matt Lesniewski. Alors, Crimson Flower, à la base, il s'agit d'une mini-série en 4 numéros qui est parue aux États-Unis en 2021 chez Dark Horse, et c'est donc les éditions Delirium qui publient ce titre en France. Et déjà ça, c'est intéressant parce que Delirium a finalement très peu de titres récents à son catalogue. Alors sur ces dernières années, le seul qui me vient en tête comme ça, c'est Copra. Copra dont on espère avoir un nouveau tome cette année. Alors bon, il doit y en avoir d'autres, mais voilà, Delirium, en premier lieu, ils se sont davantage spécialisés dans le patrimonial. Et donc, quand ils proposent un titre récent, forcément, ça m'intrigue. Et Crimson Flower, c'est effectivement un récit très intriguant. Alors c'est probablement pas un album pour tout le monde, et je me doute bien que dès que je vais vous montrer les premières planches, et que vous allez voir le style très particulier de Matt Lesniewski, je pense qu'il y a une partie de vous qui va se dire non, ça clairement, c'est pas pour moi. Alors, ce que je comprends tout à fait, même si, voilà, perso, j'aime vraiment beaucoup son style, je pense que c'est la première fois que je le vois ici, mais le fait est que, voilà, ça me plaît vraiment, et puis surtout, son style, il est parfaitement raccord avec le scénario de Matt Kindt. Et donc, oui, alors du coup, de quoi ça parle Crimson Flower ? À la base, c'est une histoire de vengeance. C'est l'histoire de 7 jeunes femmes qui s'appellent Rodion. Alors oui, avant d'aller plus loin, juste une petite pause rapide. Alors en fait, sauf si ça m'a échappé, mais l'héroïne de Crimson Flower, elle est jamais nommée pendant tout le récit. Et en fait, c'est uniquement à la fin du bouquin, dans les croquis préparatoires de Lesniewski, il y en a quelques pages comme ça, qu'on découvre qu'elle s'appelle Rodion. Et alors, c'est pas impossible que j'ai zappé l'info pendant ma lecture, mais du coup, si jamais vous lisez cet album dans les prochains jours, gardez-vous juste ça dans un coin de la tête, et si vous pouvez me confirmer ou me corriger du coup sur le fait que son nom apparaisse ou pas pendant le récit, ce serait cool. Mais bref, voilà, revenons donc à notre Rodion. En fait, dès les premières pages, on découvre que quand elle était gamine, elle a vu son père se faire assassiner. Par qui ? Mystère. Mais aujourd'hui qu'elle est adulte, Rodion continue de rechercher le meurtrier de son père. À côté de ça, elle est aussi représentante pharmaceutique, ce qui lui permet du coup de voyager et de poursuivre ses recherches et son enquête. Oui, encore un truc que j'ai oublié de préciser, l'histoire se déroule en Russie, à Saint-Pétersbourg, et dans, en gros, cette partie de la Russie. C'est important, mais on y reviendra plus tard. Alors, une autre chose que lui permet son job, c'est d'avoir facilement accès à des médicaments. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on apprend dans les premières pages, mais sans savoir exactement de quoi elle souffre. Mais le texte laisse supposer un dédoublement de la personnalité ou quelque chose dans le genre. Et donc, on va suivre Rodion à la recherche du meurtrier de son père, et au fil des pages, elle va progresser dans son enquête à travers une succession de rencontres qui vont s'avérer souvent très violentes, mais qui vont aussi faire basculer Crimson Flower dans un autre registre. Parce que un autre élément essentiel de cette histoire, c'est les contes et le folklore slave.
Je l'ai dit, donc l'action se situe en Russie, et tout l'imaginaire de ce pays tient une place centrale dans Crimson Flower. Et d'une part, on a régulièrement quelques contes très courts, mais qui viennent s'intercaler dans le récit, qui vont souvent illustrer les propos de tel ou tel personnage. Alors, là-dessus, je suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que Matt Kindt a repris tel quel des contes du folklore slave, mais qui existent vraiment. Et puis surtout, au fur et à mesure que le récit progresse, on va régulièrement basculer du réalisme vers le fantastique. Et la plupart des personnages que Rodion va rencontrer, ils vont brusquement nous apparaître sous la forme de créatures de contes. Et Rodion elle-même, elle va se transformer pendant ces séquences. Et notamment, là, ici, on le voit à ses cheveux. Ses cheveux qui deviennent quasiment un être vivant. Là, quand on la voit comme ça, c'est carrément Médusa des Inhumains. Et si on reste sur cette page, en dessous, on voit même que ses cheveux, ça devient des arabesques qui vont encadrer une case ou qui vont encadrer une bulle de dialogue. Et comme ça, en fait, pendant tout le récit, le fantastique vient régulièrement se superposer au réalisme. Et les tueurs que Rodion poursuit, ils se transforment en monstres de légende et en créatures fantastiques. Est-ce qu'on est vraiment dans une histoire où le surnaturel existe, ou bien est-ce que c'est juste peut-être l'effet des médicaments que Rodion, elle prend carrément par poignée entière? Ça fait partie des questions qui se posent à la lecture de Crimson Flower, mais c'est pas la seule question. Et en fait même, progressivement, on va être amené à s'interroger non seulement sur le but que poursuit Rodion, mais même sur qui elle est vraiment. Et le récit de Matt Kindt baigne comme ça constamment dans une ambiance d'étrangeté, d'incertitude, et ça doit également beaucoup aux planches de Matt Lesniewski. Alors son style, il est jamais totalement réaliste, les proportions, elles sont jamais complètement respectées, les corps, ils sont toujours plus ou moins déformés, quitte à s'autoriser des libertés avec l'anatomie humaine, c'est pas très grave. Et du coup, en fait, la transition vers les séquences purement fantastiques, elle se fait, mais elle se fait sans rupture brusque, c'est plus un glissement d'un registre vers l'autre, et jusqu'au moment où on va définitivement rester dans le domaine du fantastique, dans la dernière partie du récit. Et en même temps, c'est au moment où graphiquement on bascule définitivement dans le fantastique que, au contraire, les explications que donne Matt Kindt sur cette histoire, elles ancrent l'histoire de Rodion dans le monde bien réel. Des explications que, bien évidemment, je ne vais pas vous révéler, mais voilà, en tout cas, la dernière partie de l'histoire, ça finit de faire de Crimson Flower un récit qui est vraiment très singulier, très original, et avec Beneath the Trees Where Nobody Sees, dont je parlais la semaine dernière, pour l'instant, c'est ma meilleure lecture de ce début d'année. Crimson Flower est donc sorti chez Delirium, 112 pages au format Deluxe, donc 19 par 28 cm. J'avoue que j'aurais apprécié un format encore plus grand, surtout que le bouquin est quand même au prix de 20 €. Mais bon. Et puis, je termine en précisant que la traduction est signée Alex Nikolavitch. C'était donc la rentrée pour Delirium cette semaine, et c'était aussi celle d'Urban Comics, qui nous a proposé ses 3 premiers titres de l'année. Alors, on va commencer par le 4e tome de Poison Ivy, de J. Willow Wilson, Marcio Takara et Eining. Et ça reste une bonne série. Alors, de mon point de vue, le premier
tome de la série, ça reste le meilleur, assez nettement quand même au-dessus des suivants. Mais je trouve que G. Willow Wilson continue de faire des choses intéressantes avec son héroïne, même si, bon, tout fonctionne pas toujours. Alors, si vous avez lu la série jusque-là, le tome précédent, il se terminait sur un cliffhanger qui annonçait un nouvel affrontement entre Poison Ivy et Jason Woodrue, l'homme floronique. Et curieusement, G. Willow Wilson, elle va interrompre son récit pour nous donner un flashback en 3 épisodes sur les origines de Poison Ivy. Et c'est quand même assez curieux de brusquement mettre en pause son histoire comme ça. C'est des épisodes en fait qu'on aurait dû lire avant d'entamer cet arc, au lieu d'interrompre l'intrigue comme ça le fait. Mais bon, ceci dit, voilà, les épisodes en question, ils sont assez réussis, et ils se concentrent en priorité sur les relations entre Pamela Hailey et Jason Woodrue, donc entre la future Poison Ivy et le futur homme floronique, à l'époque où l'une était l'étudiante de l'autre. Et on va donc voir comment s'est nouée la relation entre les deux à l'époque, comment on est passé d'une relation entre élève et professeur à une relation beaucoup plus intime, et surtout comment l'un a manipulé l'autre. Parce que, là, on est quand même clairement en présence d'une relation toxique, avec un Jason Woodrue qui se sert de Pamela pour parvenir à ses fins, scientifiques et autres, et puis une Pamela Hailey qui, dans une certaine mesure, comprend ce que Woodrue lui fait subir, mais qui est incapable de s'en détacher. Alors, il y a une obsession commune entre les deux personnages pour les recherches scientifiques qu'ils mènent, mais il y a surtout quand même clairement l'un qui tire profit de l'autre. Alors, sur le personnage de Woodrue, ça apporte pas grand-chose, hormis d'insister sur le fait que le type a toujours été un individu parfaitement dégueulasse. Sur Pamela Hailey, par contre, ça montre son évolution. Pardon. Comment sa relation avec Woodrue, comment sa relation dans un premier temps, et puis sa séparation ensuite, l'ont transformée et l'ont amenée à être celle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, dans la seconde partie du volume, on va donc enfin assister à l'affrontement final entre Poison Ivy et l'homme floronique. Et alors on nous annonce vraiment ça comme un affrontement final. Après, c'est aussi final que ça peut l'être dans le cadre de l'univers d'ici. C'est-à-dire que c'est final jusqu'à ce qu'un nouveau scénariste arrive et puis décide que finalement ça n'est pas tant que ça. Mais on a du coup une seconde partie qui tire un peu en longueur. Ça dure 3 épisodes. À mon avis, ça passait mieux en 2. Même avec tous les guests qui viennent prêter main forte à Poison Ivy, et même aussi avec la transformation qu'elle va connaître au terme de cette histoire. Cette seconde partie, elle est dessinée par Heining, qui est un dessinateur que j'avoue je connais pas, qui est pas du tout mauvais, même si je préfère quand même le travail de Marcio Takara. Après, à côté de ça, c'est toujours Arif Prianto aux couleurs, et c'est vraiment lui qui donne, je trouve, sa cohérence graphique à la série, avec toujours ces couleurs à base de vert et de rouge qui prédominent, et qui donnent vraiment à la série une tonalité et une ambiance particulière. Et donc je continue d'apprécier cette série. C'est pas forcément une lecture indispensable, mais ça reste un titre que je suis content de retrouver à intervalles réguliers. Poison Ivy, tome 4, Les Racines du Mal, c'est comme toujours traduit par Mathieu Auverdin.
152 pages, format 17 par 26 cm, et au prix de 18 €. Urban Comics encore, avec le 3e et dernier volume des Superman Chronicles de 1988. Et ben là on est sur une période qui est marquée avant tout par la fin du travail de John Byrne sur le personnage. Alors, celui-ci, je l'ai pas encore lu. J'en ai lu quand même une bonne partie, mais ça remonte à un certain nombre d'années. Mais on va quand même faire ensemble un survol du sommaire. Alors, on a d'abord la 3e et dernière mini-série écrite par John Byrne à l'époque, The World of Metropolis, qui est dessinée par Win Mortimer. Alors, Win Mortimer, c'est un des dessinateurs historiques de DC Comics et de Superman. C'est notamment lui qui a dessiné le comic strip quotidien de Superman dans la première moitié des années 50. Alors, bon, là, quand il dessine cette mini, il est quand même pas loin de 70 ans. Bon, c'est un style quand même un peu vieillot, pas très dynamique, mais malgré tout, c'est quand même un truc que j'aime toujours bien quand on confie à des artistes entre guillemets en fin de carrière, quand on leur confie comme ça, et qu'on leur propose de dessiner les personnages qui les ont rendus célèbres. Je trouve que c'est une forme d'hommage méritée. Et d'ailleurs, ce volume des Chronicles, il s'ouvre sur un hommage de ce genre, et il va se conclure un peu de la même manière. On va voir ça tout à l'heure. Côté scénario, en fait, chaque épisode est consacré à un membre différent du Daily Planet. On a Perry White, on a Lois Lane, Clark Kent, et puis Jimmy Olsen. Et on revient à chaque fois sur leur passé respectif. Ensuite, on arrive aux 2 séries principales consacrées à Superman, c'est-à-dire Superman et Adventures of Superman. Action Comics, on verra ça plus tard. Et on a surtout un récit qui débute dans Superman 21 et qui va se poursuivre ensuite dans Adventures of Superman, et qui est donc le dernier récit signé John Byrne, et qui poursuit en fait une intrigue entamée dans le volume précédent des Chronicles, avec le retour, entre guillemets, de Supergirl, entre guillemets aussi. Alors, il y a un truc embêtant avec cet épisode de Superman et le suivant, et là, chez Urban, ils y peuvent malheureusement pas grand-chose, mais c'est que toutes les planches de John Byrne sont comme ça des doubles pages, sauf que, avec un album de presque 500 pages quand même, la partie centrale des planches, elle disparaît dans la reliure. Et à moins de niquer complètement la reliure du bouquin, sur certaines doubles pages, comme ici, là, on a de la perte. Alors, j'ai pas l'original du numéro 21, mais je peux vous montrer, par exemple, sur le numéro 22, par exemple, c'est juste après. Voilà, cette double page, avec le personnage qu'on voit ici, en haut, au centre. On voit que il y a une partie du visage qu'on n'arrive pas à voir. Et évidemment, à l'origine, dans un fascicule de 32 pages, voilà, c'est un problème qui se posait pas. Mais bon, donc, comme je le disais, John Byrne quitte la série sur ce dernier épisode, et surtout, en fait, sur une dernière séquence qui est quand même très problématique. Alors, Robert Greenberger, à qui Urban a
une fois de plus, fait appel pour resituer le contexte de ses parutions. Robert Greenberger donc revient sur les conditions du départ de John Byrne des séries Superman. Bon, Byrne, c'est quand même un habitué des claquages de porte, mais en l'occurrence, voilà, c'était pas des problèmes d'ingérence éditoriale, mais c'était notamment lié à l'utilisation de l'image de Superman sur différents produits dérivés qui lui déplaisaient. Et c'est comme ça qu'il explique son départ, ce qui est quand même une explication un peu curieuse, mais soit. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il quitte la série, mais quand même en balançant une espèce de bombe sur le comportement de Superman, qui est pour le moins problématique, en tout cas, qui pose question, qui a donné lieu à beaucoup de controverses à l'époque, mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même, et on va plutôt passer directement à l'épisode suivant, où on voit arriver, pour le remplacer, on a quand même droit à une belle équipe sur Superman numéro 23, puisque on a Roger Stern, qui va devenir le nouveau scénariste attitré de la série, et puis au dessin, on a Mike Mignola, ancré par P. Craig Russell. Alors, bon, ok, c'est pas encore le Mignola de Hellboy, mais graphiquement, et puis qui plus est que quand il est comme ça associé à Russell, je trouve que ça donne quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et alors ensuite, je vais zapper les épisodes suivants de Superman et d'Adventures of Superman pour arriver directement à la dernière partie de ce volume, Action Comics, ou plutôt Action Comics Weekly, puisque à partir de là, Action Comics va devenir un titre hebdomadaire et un titre anthologique. Mais, comme on le voit toujours avec du Superman au sommaire, mais seulement sur 2 pages, avec en fait une histoire à suivre, écrite par Roger Stern, et dessinée par Curt Swan, et en partie ancrée par Murphy Anderson. Et bon, Curt Swan et Murphy Anderson, c'est évidemment 2 artistes légendaires, qui ont passé une bonne partie de leur carrière à travailler sur les séries Superman. Donc c'est évidemment un plaisir de les retrouver ici. Après, voilà, le côté 2 pages par épisode. Alors, j'en avais lu une partie il y a une vingtaine d'années. C'est assez curieux. On est plus proche en fait du comic strip que du comic book. Mais bon, voilà, c'est une curiosité. Et puis on a enfin le dernier numéro d'Action Comics Weekly, avant que le titre redevienne mensuel. Alors là, c'est une histoire qui fait presque 40 pages, mais qui est illustrée par une demi-douzaine d'artistes différents, et pas des petits en plus. On a Gil Kane. On a, plus étonnant, Steve Ditko. On a ensuite du Curt Swan. On a du Jim Aparo. On a aussi du Jim Mooney. Et puis quand on arrive vers les dernières pages, on a Carmine Infantino, ancré par Kevin Nolan. Par exemple, cette demi-page ici, ou la demi-page en haut à droite. Voilà, voilà pour un survol du sommaire de ce volume 3 de 1988. Alors, comme toujours, et c'est une des choses que j'apprécie le plus sur les Chronicles, on a les articles signés pour la plupart Robert Greenberger. On a aussi quelques pages du courrier des lecteurs de l'époque, par exemple. Voilà, les articles, on voit là un par exemple. Et puis, comme toujours, et c'est la chose que j'apprécie le moins sur les Chronicles, on a un bouquin qui est quand même vachement fragile. Là, chez mon libraire, j'ai pris le seul exemplaire qui soit pas abîmé. Le seul.
Et encore, là, il a déjà un coin qui fait un peu la gueule, mais vraiment, alors c'est un problème depuis le début des Chronicles, mais ça s'arrange pas. Je sais pas. Chez Delcourt, j'ai des bouquins dans un format similaire, les Stray Bullets par exemple, et j'ai pas ce problème de coin systématiquement tassé ou de dos marqué dès que tu manipules ton exemplaire. Et c'est vraiment problématique, parce que, je sais pas, mais j'imagine qu'Urban, ils doivent quand même se prendre des méchants taux de retour de la part des libraires, mais ça a pas l'air de les faire réagir. Et bon, pour un bouquin vendu 40 balles, je crois qu'on a quand même le droit d'être exigeant sur la qualité du produit. Et clairement, s'il n'y avait pas tout ce travail éditorial qui est vraiment remarquable, qui est fait par Urban sur cette collection, et sans ça, ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber les Chronicles. Quoi qu'il en soit, et pour en terminer, ce volume fait 476 pages, format 17 par 26 cm. La traduction est assurée par Jean-Marc Lenné, et comme je le disais, il est vendu 40 €. Pour les autres sorties de la semaine, on va voir ça rapidement, et on va passer pour ça sur la tablette, et on va aller faire un tour pour commencer sur DC Universe Infinite, avec la sortie du tome 5 de Batman Superman World's Finest de Mark Waid et Dan Mora. Et c'est d'ailleurs pardon. C'est d'ailleurs les derniers épisodes de la série dessinés par Dan Mora. On le retrouvera à la fin du mois chez Urban au sommaire de Absolute Power, et on en reparlera à ce moment-là. En attendant, au sommaire, on a un épisode anniversaire, le 25e de la série, qui est consacré à la première rencontre entre le Joker et Lex Luthor. Et puis ensuite, on a un arc en 4 épisodes avec Bat-Mite et Mr. Mxyzptlk, ou un nom dans le genre. Donc un truc gentiment farfelu, avec en fait tout un tas de versions revisitées façon 5e dimension des principaux héros de l'univers DC. Alors, je l'ai pas pris. C'est sympa, graphiquement on sent que Dan Mora s'amuse bien, Mark Waid au scénario aussi. Après, faut faire des choix aussi. En fait, des 5 tomes de la série, le seul que j'ai acheté à sa sortie, c'est le 3e, que j'aimais vraiment bien, notamment avec Métamorpho. World's Finest, c'est une série que je prends plaisir à lire, en règle générale. Après, j'ai pas non plus un budget infini, donc il faut bien faire des choix. C'est tout pour Urban. On passe maintenant aux sorties Panini, et du coup, on passe à Marvel Unlimited, avec un nouveau Ghost Rider par Benjamin Percy et Danny Kim. Alors, Benjamin Percy, c'est lui qui écrivait déjà la dernière série régulière Ghost Rider en date, que Panini a publié en 4 tomes. Alors, celui-ci, c'est presque un 5e tome, mais en fait, Panini a bien fait de ne pas le présenter comme ça, parce que c'est un récit complet, et qui peut se lire sans qu'on ait lu la série précédente. Alors, c'est donc Johnny Blaze dans le costume de Ghost Rider, en tout cas, au début du récit, parce que, en fait, toute l'intrigue va ensuite tourner autour du fait que Zarathos, qui est l'entité démoniaque qui habite Johnny Blaze, Zarathos va aller se chercher un nouvel hôte, et va prendre possession de... non, je spoil pas évidemment, mais la couverture de l'album que Panini a choisi, c'est déjà un gros indice en soi. C'est plutôt pas mal, mais comme l'était d'ailleurs la série régulière, qui était un cran au-dessus par rapport à cette mini, mais ceci dit, le traitement des personnages est plutôt bon,
Les planches de Danny Kim, ça va, mais bon, voilà. En fait, c'est exactement pour lire ce genre de comics que j'ai pris un abonnement à Marvel Unlimited, parce que, clairement, jamais de la vie, je lâche 19€ pour ça. Sorti également du 2e tome de Daredevil de Saladin Ahmed et Aaron Kuder. Et là, par contre, même en numérique, ça me tombe des mains. Ça m'intéresse, mais tellement pas, le combat de Matt Murdock contre le diable et ses démons. Mais c'est tellement à l'opposé de tout ce qui m'intéresse chez ce personnage depuis que j'ai découvert il y a 40 et quelques années. Et là, mais je m'en fous, mais à un point stratosphérique. Mais bon, c'est pas grave, je me suis récupéré quelques Epic Collection de périodes autrement plus intéressantes que celle-ci, et ben ça devrait m'occuper le temps que Saladin Ahmed ait fini de maltraiter le personnage, et puis peut-être même qu'on en parlera ici même quand je les aurai lus. À côté de ça, en Marvel Deluxe, on a le 3e et dernier tome du Venom de Donny Cates, qui se conclut donc avec l'event King in Black. Alors ça nous donne quand même un gros bébé de pas loin de 500 pages. Bon, Donny Cates, c'est quasiment le seul scénariste qui a réussi à me faire lire du Venom. Alors, au moins sur la première année de son run, je suis pas allé plus loin, mais voilà, il y avait des choses intéressantes. Alors, par rapport à ce Marvel Deluxe, visiblement, Panini a réglé le problème de fluidité de lecture de la précédente édition en 100% Marvel, où ils avaient publié d'un côté les épisodes de la série Venom et de l'autre ceux de la mini-série King in Black, alors que les événements qui se déroulaient dans un titre se poursuivaient dans l'autre, et du coup, avec 2 éditions séparées, il fallait passer d'un bouquin à l'autre à la fin de chaque épisode, et ici, heureusement, visiblement, le problème a été réglé. Sorti enfin de 2 intégrales. Alors la première, c'est Marvel 2-in-1 1980-1981, la série qui était consacrée à la chose à l'époque, sur le même modèle que les Marvel Team-Up pour Spider-Man. C'est dans la lignée du volume précédent, avec des scénarios qui sont signés Mark Grunwald et Ralph Macchio, et puis au dessin c'est plus George Pérez, mais en gros la première moitié est signée Jerry Bingham, ancré par Gene Day, et c'est tout à fait chouette. Et puis ensuite on a le retour de Ron Wilson. Là c'est plus inégal, surtout dès que c'est plus Gene Day à l'ancrage. Et en gros, dans cette intégrale, c'est la dernière bonne période de la série. Après, ça va vraiment pas être terrible. Et puis, sortie de l'intégrale Avengers 1972, alors c'est une nouvelle édition d'un volume qui était épuisé. Alors le truc un peu couillon, c'est que les premiers épisodes de cette intégrale, c'est les derniers qu'on trouvait il y a 15 jours dans le Marvel Must Have Avengers, la guerre Chris Krull. C'est au niveau planning, c'est pas top. Après, voilà, le principal intérêt de cette intégrale, c'est, je trouve, c'est les 3 épisodes dessinés par Barry Windsor Smith, les numéros 98 à 100. Alors bon, c'est pas aussi bon que son travail sur Conan à la même époque. Là, voilà, on voit clairement qu'il a fourni des planches moins travaillées à ses encreurs, mais ça reste quand même intéressant. Et puis, c'est pas des épisodes qui ont souvent été réédités. À l'origine, ça avait été publié en France par Aredi en petit format et en noir et blanc. Et en fait, hormis dans cette intégrale, je crois que ça n'a jamais été réédité ailleurs.
Et puis, les épisodes de cette intégrale sont écrits par Roy Thomas, et à la fin arrive le nouveau scénariste de la série, Steve Englehart, qui signe, je crois, les 2 derniers épisodes de cette intégrale, et qui va rester quand même quelques années ensuite sur la série. Et puis, je termine en signalant la sortie chez Delcourt du tome 15 de Spawn Renaissance par Rorik McConville et Carlo Barberi. Et on a fait le tour des sorties de la semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.